Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici dans la deuxième période d'automne, en relation avec les énergies du Scorpion. Avec un thème un peu paradoxal, du moins la formulation est paradoxale, s'armer d'amour. C'est un peu bizarre, vous voyez ces deux mots ensemble, s'armer d'amour. Ça nous rappelle aussi d'une certaine manière l'aspect inférieur du Scorpion qu'on pourrait tous avoir tendance à vivre, par exemple ce mois-ci, puisque nous sommes dans ce mois du Scorpion. C'est une tendance à combattre pour le bien des autres. C'est d'essayer de sauver les autres, de sauver le monde en combattant les défauts. On a une bonne intention d'amour, mais finalement c'est quand même une arme qu'on utilise. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ? On va retrouver ça tout au long de notre conférence de ce soir. De quoi s'agit-il quand on dit s'armer d'amour ? C'est intéressant quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe du point de vue de l'actualité, quand on regarde surtout la télévision, quand on écoute la radio, quand on lit les journaux. On pourrait croire que finalement, nous passons notre vie, nous, humanité, à combattre. La vie n'est qu'un éternel combat. Je dirais même dans les actualités, il n'y a que ça. Par exemple, au niveau international, nous passons notre temps à nous inquiéter du combat que nous menons contre le terrorisme, contre l'islamisme. Nous combattons également le nationalisme, nous combattons le racisme. Au niveau planétaire, on nous rappelle tout le temps qu'il faut absolument combattre tout ce qui ne va pas du point de vue de la pollution. Il faut absolument combattre la déforestation, il faut combattre les plastiques, il faut combattre la pollution, il faut combattre le diesel. Du point de vue social, il faut absolument combattre la délinquance, la recrudescence des vols. Il faut absolument combattre la drogue, combattre la cigarette, l'alcool, et puis même d'un point de vue économique. Il faut absolument combattre la pauvreté, il faut combattre la misère, il faut combattre la malnutrition, il faut combattre le chômage. Et quoi encore ? Il faut combattre le sida, il faut combattre le cancer, il faut combattre toutes les maladies, il faut même combattre le vieillissement. Et même parfois on nous dit, il faut combattre la mort. Très souvent vous entendez à la radio, telle personne, après s'être longtemps battue contre la mort, a perdu. Oh, pas de chance, on s'y attendait pas. Et puis nous-mêmes, nous nous rendons compte que autour de nous, on est sans arrêt en proie à toutes sortes de combats par rapport à nos voisins ou dans notre propre famille, quelquefois même dans nos proches, avec nos clients, avec nos fournisseurs. Bref, notre vie est une espèce d'éternel combat. À tel point qu'on pourrait se dire, mais finalement, plutôt que d'apprendre à aimer, le thème de ces années, on aurait peut-être dû traiter comment apprendre à combattre. Parce que finalement, c'est ça l'essentiel. Notre vie, on ne sait pas si c'est de l'amour, mais en tout cas, c'est un combat permanent, à n'importe quelle échelle. Et on combat avec quoi ? On combat, ça dépend un petit peu justement des problématiques, mais on combat avec toutes sortes d'armes tout à fait efficaces. D'abord, on va combattre avec des lois, avec des décrets, avec des interdits, de plus en plus nombreux. On va combattre aussi, plus à notre niveau, avec des protestations, avec des critiques, avec des manifestations, avec des anti. Je suis contre, je déteste, je proteste, je manifeste. Et puis à un niveau beaucoup plus puissant, quand il s'agit de choses beaucoup plus graves, on s'arme carrément avec les forces de l'ordre. C'est la police, c'est l'armée. On a toutes sortes d'armes à notre disposition pour combattre tout ce qui apparaît dans la vie totalement nuisible. Et jusqu'à nous-mêmes. Quelquefois, on est fort dépourvu en se demandant, mais et moi, comment je fais pour combattre mes défauts ? Parce qu'il faut aussi que je combatte, moi, j'ai des démons. J'ai des problèmes émotionnels, j'ai des mauvaises idées, j'ai des mauvaises pensées, j'ai des mauvaises tendances, etc. Il faut que je combatte tout ça. Il faut que je combatte mes kilos superflus. Mais avec quoi ? Comment ? De quelle manière ? Ah, quelle drôle de vie que la nôtre, quand même, vous avouerez. Alors du coup, quand on relie ça au sujet de l'amour, on dit, mais comment les deux peuvent faire bon ménage ? On dit, il faut aimer, il faut se développer de plus en plus dans l'amour. D'accord, mais notre vie est un combat. Est-il possible, notre sujet de ce soir, de s'armer d'amour ? Est-ce que par hasard, l'amour pourrait faire quelque chose par rapport à tous ces combats ? Ça paraît tout à fait irréel.
En réalité, on se dit que non, c'est pas possible du tout. Il ne faut pas rêver. L'amour ne peut rien faire par rapport à ces combats. Alors qu'on progresse dans l'amour, c'est très très bien. Peut-être qu'on arrivera progressivement à quelque chose d'intéressant, mais qu'en attendant, il faut toujours combattre par des moyens efficaces et par toutes les armes que je viens de citer, tous les problématiques que nous avons. Il est utopiste d'imaginer qu'on puisse s'armer d'amour. Et pourtant, en 2008, il y avait les Jeux Olympiques en Chine. Et il était question, pour beaucoup de nations, de boycotter ces Jeux Olympiques à cause de la question du Tibet. C'est le Dalai Lama lui-même qui a dit « Quel que soit l'amour que vous portez au maître tibétain, quel que soit l'amour que vous portez au peuple tibétain, ne dites jamais du mal des Chinois. Car le feu de la haine ne peut s'éteindre que par l'amour. Et si le feu de la haine n'est toujours pas éteint, c'est que l'amour n'est pas encore assez fort. » Quelle leçon pour le monde! Alors nous on se dit, mais comment veux-tu que l'amour change quoi que ce soit? L'amour dont on parle n'a rien à voir avec l'affect. C'est un amour de prise en compte. Plus on prend en compte les Chinois tels qu'ils sont, plus on les considère tels qu'ils sont, plus on rentre dans cette unité qu'est l'amour, et plus il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et tu crois que grâce à l'amour, ils vont évacuer le Tibet? Et doivent-ils vraiment évacuer le Tibet? Est-ce cela qui est véritablement la chose la plus intéressante? Est-ce que ce ne serait pas plutôt notre projection, notre envie? Est-ce que ce n'est pas plutôt notre vision des choses? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Nous n'en savons rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a à développer un amour, une unité, et nous verrons bien comment les choses pourront évoluer, certainement au mieux pour les deux parties. Mais ce n'est peut-être pas forcément aussi simpliste que nous pourrions le croire. S'armer d'amour, ça va nous demander une sacrée transformation. Le scorpion, le signe du scorpion, nous propose deux attitudes. Il nous propose au niveau inférieur, au niveau de la personnalité, ce qu'on pourrait appeler l'attitude du soldat. Et puis du point de vue de l'âme, il nous propose l'attitude du guerrier intérieur. Sommes-nous soldats ou sommes-nous le guerrier intérieur? Le soldat, c'est ce que nous sommes habituellement, et c'est ce que représente quelquefois l'énergie scorpion au niveau inférieur, à savoir se battre, être contre, être anti. Réaliser que la vie est un immense combat, qu'il y a toujours, tout le temps, tous les jours, des choses qu'il faut combattre depuis nous-mêmes jusqu'au niveau international. Donc le soldat, il n'arrête pas de se battre. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot soldat. C'est intéressant. Le soldat, c'est celui qui touche une solde. C'est celui qui est payé. C'est celui qui est payé pour se battre. Bon, bien sûr, si nous combattons dans notre quotidien, on n'est pas payé pour. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais nous, en tant que petits soldats du quotidien, à la solde de qui nous travaillons? À la solde de qui nous combattons? Est-ce que nous combattons véritablement à la solde du bien-être de l'humanité? Ou finalement, en fin de compte, nous combattons toujours à notre propre solde? Est-ce que c'est à la solde de l'âme ou c'est à la solde de la personnalité elle-même? C'est évident que moi, quand je combats et quand je proteste pour la paix, quand je combats par rapport à la pollution, quand je combats par rapport à telle ou telle chose, c'est à la solde de la paix dans le monde. Est-ce si sûr? Est-ce que la personnalité n'y trouverait pas son compte? Est-ce que finalement, la personnalité ne dirait pas, mais tiens, moi, ça me donne un sens à ma vie de combattre comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir des idéaux pour vivre. Est-ce que c'est véritablement à la solde de la paix, ou bien c'est tout simplement à ma propre solde que je fais? C'est là un point de réflexion très important, et on y reviendra tout à l'heure. Quand on croit qu'on se bat pour l'intérêt des autres, pour le monde, la plupart du temps, en fait, on se bat pour soi, en son propre nom, parce qu'émotionnellement, on en a besoin. Le guerrier, par contre, le guerrier intérieur, il se distingue complètement du soldat parce qu'il n'est à la solde de personne. Le guerrier intérieur, il est au service du plan. Le guerrier intérieur, il est dans une fermeté extraordinaire. Il considère ce qui doit être, il considère la qualité à mettre en œuvre, il considère ce qui doit être prôné, développé. Et à partir de là, il affirme puissamment cette qualité. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le guerrier? Est-ce qu'il est prêt à se battre? S'il est nécessaire, bien sûr, il pourrait parfaitement se battre. Mais jusqu'au dernier moment, il va garder une attitude parfaitement pacifique. On va retrouver, pour vous donner quelques exemples, on va retrouver cette attitude, par exemple, dans l'origine des arts martiaux. C'est quelquefois encore pratiqué de cette manière-là, au Japon et par certaines personnes en Europe. L'art martial n'étant pas du tout fait pour former des combattants,
des soldats, l'art martial développe la sagesse. C'est ce qui développe le guerrier intérieur. Le maître en art martial considère que s'il est attaqué, c'est un échec fondamental. Parce que la sagesse, induite justement par le développement de l'art martial, doit donner une telle qualité de fermeté intérieure, de calme, d'absence de peur, d'ouverture sur le monde, qu'il a une aura qui décourage absolument tous les combattants, qui au contraire va attirer les gens à discuter, à s'ouvrir, etc., mais certainement pas à agresser la personne. Si par contre, il a envie de se battre, c'est sûr qu'il a dans son aura quelque chose qui attire de cette manière-là le combat. Et donc le véritable guerrier intérieur, vous voyez, c'est celui qui développe une telle aura pacifique que c'est vraiment qu'à la dernière seconde, s'il ne peut pas faire autrement, qu'il pourra combattre. Vous avez aussi une image de cela. Je pense que tout le monde a vu ces fameux films de la guerre des étoiles avec les chevaliers Jedi. Le chevalier Jedi, c'est le guerrier intérieur. Et vous avez dans le film Le Retour du Jedi une scène absolument extraordinaire, un bijou d'ésotérisme. C'est le moment où le héros doit se battre contre son père. Le héros, qui est un Jedi, il doit se battre contre son père qui représente les forces du mal. Naturellement, tout ceci est un piège. C'est que l'empereur, qui représente essentiellement le mal à sa racine, cherche à attirer le héros du côté du mal. Il l'a piégé, il le met en face de son père, il va devoir combattre son père, mais en même temps, on lui montre un spectacle, tous ses amis qui sont en train de se faire piéger eux aussi, et qui vont se faire massacrer les uns après les autres. Et quel est le but de l'opération ? Développer la haine. Première leçon. Quand quelqu'un développe la haine, ce qui est le contraire de l'amour, il bascule complètement dans ce qu'on appelle le côté obscur. Et donc c'est tout simplement de réussir à développer la haine de cette personne pour l'amener dans son côté obscur, et à ce moment-là, il deviendra très rapidement au service des forces du mal. Le jeune chevalier le sait, mais son père le provoque, il doit se battre. L'empereur lui dit, mais si tu veux vaincre ton père, tu n'auras jamais assez de ta force. Seule la force de la haine est suffisamment forte pour le vaincre. Développe ta haine. Regarde tes amis qui se font massacrer. Regarde comme je t'ai eu. Et naturellement, on sent que le jeune, là, il a la haine qui monte. Et aussitôt, dès qu'il sent qu'il monte là, il est beaucoup plus fort. Il va battre son père. Mais il sent qu'il risque de basculer. Alors il arrête. Il arrête, il jette son arme, disant « Je refuse de me battre. » Colère des autres. Mais pourquoi ? Parce que je sens que dans mon père, il y a encore un tout petit reste d'amour. Et je parie sur ce petit reste d'amour. Et donc je refuse de me battre. Et donc, quitte moi-même à en mourir. Et finalement, vous savez comment ça termine. C'est ça qui sauve son père. Il réussit à tellement parier sur le petit morceau d'amour qui reste dans son père que celui-ci, finalement, le sauve de l'empereur. Là, on a vraiment une scène qui est l'illustration parfaite de s'armer d'amour. C'est seul le fait de parier sur l'amour et de ne pas basculer dans la haine qui fait qu'il réussit à vaincre. Et vous voyez, être le guerrier, c'est vraiment très très loin de l'histoire du soldat, et c'est pas du tout évident à mettre en place. C'est pour ça que, quand on parle de soldats ou de guerriers, s'armer d'amour, ça va nous demander de progressivement, dans notre propre vie à nous, de repérer les moments, de repérer les attitudes où on est soldat, pour chercher à devenir de plus en plus, justement, ce guerrier intérieur. Il va falloir se rendre compte combien c'est vain de vouloir sans arrêt combattre. Pourtant, c'est tellement tentant. On a tellement l'impression que quelquefois la victoire est pas loin, qu'il suffit de dire un mot, de faire quelque chose, et je vais remporter la victoire sur l'autre, ou sur ce que je considère comme étant la force du mal qui est là. Et à chaque fois, je perds. À chaque fois, ça ne marche pas. Même si je remporte apparemment une petite victoire, même si je gagne une bataille, je ne peux absolument pas remporter l'ensemble de la guerre. Donc, je serai toujours perdant. Comment, dans notre quotidien, on doit chercher à devenir, justement, à s'armer d'amour, devenir le guerrier. Pour ça, on dit que la première chose à faire, c'est de bannir les termes anti et contre de notre vocabulaire. Dans notre quotidien, ne jamais sentir que vous êtes anti quelque chose ou que vous êtes contre quelque chose. Et c'est pas facile.
Parce que quand vous allez bien, etc., ah non, mais tout va bien, je suis pour. Il suffit qu'à la télévision, vous voyez telle ou telle horreur, vous entendiez telle chose, vous voyez dans la rue, etc. Et à ce moment-là, forcément, en vous, la réaction, ah non, mais ça, je suis pas pour. J'ai pas dit anti, hein, j'ai pas dit contre. Ben oui, mais j'ai pensé, je suis contre, bon, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est ça qui n'est pas facile, vous voyez, d'arriver à bannir cela, parce que ça va nous demander de voir quel est le côté positif qui est derrière ce qui se passe là. Moi, quand je vois que les faits, quand je vois que ce qui apparaît, je ne peux que dire, mais je suis contre ça. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est justement là qu'est toute la transformation qui va être nécessaire, qui va nous amener à voir au-delà. Alors, pour devenir le guerrier, on pourrait prendre aussi un exemple. Le 8e travail d'Hercule, le combat d'Hercule contre l'hydre de Lerne. On dit à Hercule qu'il faut qu'il aille combattre une hydre à 9 têtes qui est dans un marais absolument épouvantable et qui terrorise la région. Et donc ce marais, il faut que vous l'imaginiez, recouvert d'une couche épaisse de brume, pas très haute, 2 mètres, 2 mètres 50. Au-delà, c'est le soleil, mais le soleil n'arrive jamais à percer cette couche de brume. Et dans cette brume, c'est là que se cache la fameuse hydre à 9 têtes. Hercule la cherche, je vous passe les détails, je vous les raconterai une autre fois. Et puis, il réussit à trouver l'hydre avec ses 9 têtes. Les 9 têtes représentent 9 défauts fondamentaux. Hercule perçoit combien il faut combattre cela. Et très simplement, il va commencer à couper avec son épée les 9 têtes de l'hydre. Et voilà, finalement, c'était pas si difficile que ça. Et c'est là qu'il s'aperçoit que l'hydre bouge toujours, et non seulement il bouge, mais qu'à chacun de ses coups repousse 2 têtes. Pour chaque tête coupée, il y en a 2 qui repoussent. Je recoupe un coup pour vérifier. À chaque tête coupée, il y en a 2 qui repoussent. Il dit, là, on est mal, là, c'est pas le bon truc. Et là, il a réalisé qu'il était soldat. Il a vraiment fait le bon soldat. Il s'est battu contre. Il a vu les faits. Il n'est pas allé voir derrière. Qu'est-ce que c'était que cette hydre? Qu'est-ce qu'elle signifiait? Quel rapport? Et donc, voilà, il a tout de suite combattu cela. Et alors, se souvenant de ce qu'il avait appris, il voit tout de suite ce qu'il faut faire. Il faut se transformer en guerrier. C'est pour ça qu'il faut absolument abandonner la personnalité. Ce n'est pas la personnalité soldat qui peut venir à bout de ses problèmes. Alors, contre toute attente, face à l'hydre qui est prête à lui bonder dessus, il s'agenouille. Il s'agenouille dans le marais. Et la génuflexion a toujours été un symbole de soumission. On fait la génuflexion, on s'agenouille à l'église ou devant Dieu, ou bien devant des princes, des rois, etc. Et donc la génuflexion est toujours ce symbole de la personnalité qui se soumet. Et donc, il se soumet. Et maintenant, ce n'est plus en tant que soldat que je le fais. Je me mets en position de faiblesse. C'est en position de guerrier intérieur. Et là, il sait exactement ce qu'il a à faire. Il saisit l'hydre par les pieds, et il la monte au-dessus de lui. Il est hors d'atteinte, il la monte au plus haut qu'il peut. Et l'hydre, d'un seul coup, pour la première fois de sa vie, dépasse la couche de brume. Et qu'est-ce qu'elle perçoit au-dessus de la couche de brume? Le soleil. Et elle ne supporte pas du tout les rayons du soleil. Et toutes les têtes sont brûlées par le soleil. Et l'hydre meurt. Finalement, qui c'est qui a tué l'hydre? C'est pas Hercule, c'est le soleil. Et comment il s'y est pris? En élevant le problème. Le soldat, il va travailler à combattre le problème lui-même. Chaque fois que nous combattons nos défauts, nous ne faisons que les renforcer. Le guerrier, il va élever la problématique pour aller voir derrière, il va l'élever vers une source fondamentale. Le mot-clé, c'est le mot « élever ». Toute l'histoire de s'armer d'amour va être dans ce simple mot « élever ». Si nous regardons ça, par exemple, du point de vue de l'humanité, comment le progrès de l'humanité est une constante élévation. Il n'y a pas de progrès sans élévation. On pourrait voir que l'humanité, à ses débuts, et il y a encore beaucoup de personnes comme ça, oui, qu'on appelle en conscience de dépendance, on pourrait la représenter au point de départ comme une grande flèche. À l'intérieur de cette flèche, eh bien, il y a toutes sortes de petites flèches, et elles avancent toutes dans le même sens. Vous voyez, quand on est en conscience de masse, quand on est en conscience de dépendance, la grande flèche représente la tribu, la population, c'est le cadre de la coutume, etc. Et tout le monde avance comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce type de conscience, tout le monde avance relié. Il y a une interdépendance instinctive.
Les gens qui vivent encore, que ce soit au fin fond de l'Amazonie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on trouve encore des tribus qui vivent vraiment comme on vivait il y a très 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 longtemps, eh bien, ils vivent en complète relation avec la nature et tout ce qu'il y a autour. Donc ils sont dans une espèce d'interdépendance instinctive. Mais on dit, mais pourquoi est-ce qu'ils en sont encore là? Parce que la grande flèche avance terriblement lentement. Ils avancent tous ensemble tellement lentement que si on continuait comme ça, si rien n'était jamais intervenu par rapport à ça, eh bien peut-être qu'on en serait encore nous-mêmes à cette évolution très très lente qui suit le rythme de l'évolution de la nature. D'autant plus que souvent, dans leur tradition, ils cherchent toujours à conserver comment on faisait avant. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui sont intervenues, heureusement, dans cette histoire, et qu'on pourrait appeler un processus d'élévation. Il va y avoir un deuxième palier, et ce deuxième palier, on va y arriver par l'expérience et par le développement du mental. Certaines personnes vont développer une intelligence, vont développer un mental par l'expérience, par l'observation. D'autres personnes, heureusement, arrivent rapidement à développer quelque chose, puis finissent par éduquer les autres. Et le grand secret pour passer donc au deuxième palier, pour arriver au deuxième monde, eh bien, c'est l'éducation du mental. On élève les gens qui sont dans une conscience de dépendance, on va les élever par l'éducation du mental. La scolarisation a fait absolument des miracles par rapport à ça. C'est pour ça que depuis maintenant un siècle et demi, eh bien, on a fait un tel bond dans la civilisation, parce que tout le monde a appris à lire, à écrire, à penser, à réfléchir, à se poser des questions. Quand on commence à réfléchir et à se poser des questions, on change. Et donc tout le processus d'élévation est un processus d'élévation vers la lumière de la compréhension, la lumière du mental, la lumière de l'intellect. Et plus on élève les gens, plus on les amène dans ce deuxième monde. Et donc ils vont sortir progressivement de ce premier monde pour passer dans le deuxième, où là, je vous dessine un ensemble de petites flèches qui sont dans tous les sens et qui représentent le passage au deuxième monde qu'on pourrait appeler la conscience individuelle, la conscience autonome, où chacun réalise enfin son autonomie. On est sorti de la grande flèche, chacun fait exactement ce qu'il veut selon le plan de vie qu'il conçoit. Et il y a beaucoup de personnes qui sont, peut-être une majorité, qui sont dans ce deuxième monde, cette conscience individuelle, ce processus justement d'individualisation. Bon, c'est bien, mais on s'en sort. Oui, on s'en sort, bien sûr. Il y a un passage dans un troisième monde. Mais comment est-ce qu'on s'élève dans le troisième monde? On va s'élever dans le troisième monde par la rencontre de l'autre. En effet, dans le premier monde, l'autre, c'est un autre moi-même. Je ne fais pas de différence entre moi et l'autre, on est tous de la même tribu, de la même chose. Là, dans la conscience individuelle, l'autre, je le rencontre que dans la mesure où il m'est utile, où il me sert, mais ce qu'il est fondamentalement, ça ne m'intéresse pas trop. Mais par l'évolution constante, toi, qui es-tu? C'est vrai qu'on est mariés depuis 10 ans, mais qui t'es qui, toi, finalement? On finit par se poser des questions, par s'ouvrir, finalement, par découvrir l'autre pour ce qu'il est. Et en même temps, on découvre aussi l'autre en nous, l'âme. C'est une double élévation. C'est une élévation vers l'âme que nous sommes, l'autre avec un A majuscule, et puis l'autre que nous côtoyons. C'est cette double élévation. Les religions ont beaucoup contribué justement à cette élévation. Encore un processus éducatif qui nous a dit, mais il y a Dieu, il y a l'âme, il y a autre chose, nous sommes Dieu. Et donc dans ces 2 derniers millénaires en particulier, il y a eu un énorme effort qui a été fait pour amener vers ce troisième niveau, jusqu'à ce qu'on réalise que, mais oui, nous sommes cela, effectivement. Et on va encore de plus en plus vers de la lumière. On pourrait symboliser, vous voyez, ce troisième monde comme des petites flèches, toujours un petit peu dans le même sens. Mais vous voyez, on se regroupe, on s'associe. C'est plus tout à fait le désordre. On sent la nécessité de coopérer, de travailler avec l'autre, de rencontrer l'autre, de faire des choses ensemble. Puis peut-être de travailler aussi avec l'âme. Là, c'est le moment, vous voyez, on commence à être sensible à ce que nous avons vu, à savoir les 4 premières lois de l'âme. On commence à être sensible à la loi de priorité, à la loi de sacrifice. Comment il va falloir sacrifier peut-être certaines idées du deuxième monde pour rentrer dans le troisième. On commence peut-être à se rendre compte que c'est ensemble que ça a un sens, peut-être, la deuxième loi de l'âme. Puis qu'il va peut-être falloir servir. Il serait peut-être intéressant en ton cas d'amener quelque chose sur cette planète, d'être utile. Ça, c'est aussi des travaux du troisième monde. Et puis, il y a une suite. C'est déjà pas mal, ça. Je sens que je suis en passage entre les deux. Il y a un côté de moi qui est très
Moi, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, qui je veux, c'est mon plan, c'est ma vie. Puis un côté de moi qui dit non, mais quand même, l'autre, la relation, l'âme, la méditation. Et pourtant, c'est encore un processus d'élévation qui va devoir nous amener encore de l'autre côté. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire qu'à chaque fois, il y a des lois de progrès. L'humanité progresse à travers ce qu'on pourrait appeler tout simplement des lois de progrès. Elle avance à travers des lois de progrès. Là, nous sommes dans une loi, dans le premier monde, nous sommes dans une loi de progrès collectif. Tout le monde progresse ensemble, mais terriblement lentement. Quand on passe dans le deuxième monde, c'est la loi de progrès individuel. Là, on progresse tous extrêmement rapidement, mais tout à fait seuls, en créant des inégalités absolument extraordinaires. Il y en a, dès qu'ils vont devenir en conscience individuelle, ils vont prendre la tête, ils vont revenir dans le premier monde, ils vont en profiter pour être des dictateurs, pour être des chefs, pour diriger tous ceux qui les suivent, parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens de faire autrement. D'autres peuvent dire, non, moi ça ne m'intéresse pas, je reste plutôt dans ce monde-là, mais je développe mon moi, je développe ma personnalité, je développe mes richesses, je développe ma culture, je développe mon savoir, je développe ma connaissance. Chacun selon son idée, selon son plan. Et là, cette loi de progrès individuel, nous lui devons beaucoup, parce qu'on peut se rendre compte combien, dans l'humanité jusqu'à maintenant, si nous avons avancé, si nous sommes sortis justement de cette conscience collective lente, c'est bien parce qu'il y a eu des individus extraordinaires. Et on a toujours compté sur ces individus. Heureusement qu'il y a eu des grands scientifiques, des grands penseurs, des grands artistes. Il n'y en avait pas beaucoup par siècle, mais il y avait vraiment des gens toujours extraordinaires, aussi loin qu'on remonte, des Platon, des Socrates, des Euclides. On a remarqué donc des artistes de tous les niveaux, des hommes politiques, des gens vraiment qui avaient une stature extraordinaire et qui tiraient l'ensemble. Effectivement, donc comment on arrive à attirer finalement les gens du premier monde dans le deuxième monde en étant conscience individuelle. Et puis, on se rend compte maintenant que plus on développe le sens de l'autre, le sens de la globalité, le sens de la planète, et ben c'est encore une autre sorte d'individu. Maintenant, on se prend à rêver à d'autres personnes. Si bien que les grands hommes, souvent tels qu'on les rêve dans le troisième monde, ce serait plutôt Gandhi, ce serait plutôt Mandela, ce serait plutôt ce genre de modèle. Ce pas des gens qui ont un ego extraordinaire, qui réussissent des choses fantastiques. Ce sont des gens qui ont eu le sens de l'autre d'une manière très particulière à un moment donné, et qui sont un petit peu nos modèles du troisième monde. Alors on se dit, mais alors, le modèle du quatrième monde, c'est Jésus, c'est Bouddha, c'est quoi le modèle? Le modèle du quatrième monde n'existe pas. Le modèle du quatrième monde, c'est nous tous. Ça va être ce qu'on va appeler le groupe. Et c'est là où justement le passage dans le quatrième monde va nous amener à un changement tel qu'on ne le connaissait pas encore. Vous voyez bien, comme dans le deuxième monde et dans le troisième monde, les choses s'améliorent, les choses avancent, les choses progressent, mais on est toujours dans une loi de progrès individuel. C'est l'individu qui fait des efforts, même au niveau spirituel. Pour entrer dans le troisième monde, tous les enseignements sont des enseignements individuels. Faites votre méditation. Faites attention à votre corps émotionnel. Développez votre corps mental. Faites ceci, faites cela, devenez un sage. Donc toutes les recommandations s'adressent à des individus pour qu'ils deviennent des sages. Et on se disait qu'au fur et à mesure que nous tous, nous deviendrions des sages, c'est sûr qu'on pourrait avoir un rayonnement sur le monde, ce qui n'est pas faux. Donc jusqu'ici, jusqu'à maintenant, et encore maintenant, c'est la loi de progrès individuel qui prédomine. Mais on commence à voir la cinquième et dernière loi de l'âme que nous allons voir aujourd'hui, qu'on appelle la loi de progrès de groupe. Comme c'est la cinquième, c'est la plus difficile, c'est celle qui ne se mettra véritablement en route que pendant l'ère du Verseau, mais on commence pourtant déjà à en percevoir les prémices. Cette loi de progrès de groupe, elle nous dit, si vous voulez monter sur le quatrième monde, c'est un changement complet. Il ne faut plus du tout compter sur des hommes remarquables. Il ne faut même plus compter sur vous. C'est même plus vous tout seul, si génial soyez-vous, qui allez changer le monde. Ce n'est pas parce que vous allez trouver des idées extraordinaires, ce n'est pas parce que vous allez devenir un sage vous-même que vous aurez un impact sur le monde. À partir d'un certain niveau, on va retrouver le monde tel qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire une globalité. Et donc c'est le groupe humain qui va pouvoir faire évoluer les choses. Il va donc falloir vous débrouiller pour transformer votre société, transformer votre travail, transformer votre créativité, et voir qu'est-ce que ça veut dire travailler en groupe. Ça veut dire quoi parler en groupe, échanger en groupe, relationner en groupe. Ça veut dire quoi faire évoluer le monde en tant que groupe et non plus en tant qu'individu. Même si vous êtes super avancé,
Vous dites, non, mais je vais quand même pas travailler avec tous ces gens qui sont quand même nettement moins avancés que moi. Ben si. Parce que tout seul, c'est fini. Vous n'amènerez pas du tout l'humanité au niveau supérieur. Par conséquent, il va falloir que ceux qui ont du mal et qui rament un petit peu, rament un petit peu plus vite. Il va falloir que ceux qui sont un petit peu plus hauts, freinent un tout petit peu. Et que tout ce petit monde, quel que soit, se retrouve pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une conscience de groupe, qu'est-ce que c'est que arriver ensemble à faire évoluer l'humanité. Comment on pourrait la dessiner? Des flèches qui vont comme ça, dans le même sens. Tout le monde va exactement dans le même sens. C'est là on pourrait se dire, mais ça ressemble quand même bigrement au premier monde. Ça ressemble, sauf qu'il y a quand même un détail énorme de taille. C'est qu'il n'y a plus la grande flèche autour. Là, dans le premier monde, les gens fonctionnaient comme ça, instinctivement. Là, c'est en pleine conscience. C'est parce que chaque individu comprend ce que représente ce plan global et décide d'y participer. C'est en pleine conscience que ce travail est fait et pas du tout d'une façon obligée. C'est pour ça, vous voyez, que quelquefois, il ne faut surtout pas confondre ce qu'on appelle le fonctionnement de groupe dans le monde 1 et la conscience de groupe dans le monde 4. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont persuadées que justement, dans certains peuples premiers, comme en Amazonie ou autres, les gens ont déjà la conscience de groupe. Parce qu'ils vous parlent de la nature, ils vous parlent des dévails. Ils vous disent, mais eux, ils ne sont pas du tout individualisés. Non, ils ne sont pas encore individualisés. Mais ils n'ont pas cette conscience globale. Pour eux, c'est instinctif, c'est normal. Ils ne peuvent même pas imaginer quelque chose d'autre. Donc c'est le fonctionnement de groupe du départ qui devra passer par un fonctionnement individualisé pour progressivement arriver à une conscience de groupe. On sait de quoi il s'agit, on connaît le plan, on connaît ce que représente l'humanité dans son ensemble, comment se relier en tant que groupe et comment en tant que groupe agir, ce qui est tout à fait une autre chose. L'humanité n'a toujours été qu'un processus d'élévation successif. Et d'ailleurs, ne dit-on pas dans notre éducation que ces enfants sont bien élevés? Comment as-tu élevé tes enfants? Ah, ils sont mal élevés. Ah s'ils sont mal élevés, on va les punir, on va les combattre. Ah non, c'est pas comme ça qu'on va les élever. Vous voyez, on a quelquefois des paroles comme ça en français qui sont très très intéressantes. Donc on n'en parle pas pour les adultes et pourtant le processus d'élévation est un processus constant. Et donc toute cette histoire de l'hydre d'Hercule, c'est comment quand on arrête de combattre, on va l'élever. Si on commence à dire les gens qui sont dans le monde 1, qui sont encore dans l'obscurantisme, dans certaines religions, dans certaines pratiques, qui comprennent rien à rien. Mais il faut combattre l'obscurantisme. Il faut les amener un petit peu autre chose. Il faut combattre ça. Ah non. En combattant cette conscience de dépendance, on ne serait jamais arrivé à les amener en conscience individuelle. Maintenant, plus près de chez nous, si on commence à dire « Non mais t'as vu l'égoïsme crasse des gens ?» Mais vraiment, c'est ma vie, c'est moi, je ne pense pas du tout aux autres, je fais ce que je veux, c'est ma petite vie, je gagne ma vie, etc. Et puis tant pis si les autres ils crèvent, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut absolument combattre cet égoïsme. Non. Comment les élever? Comment les aider à passer dans le troisième monde? Comment élever le processus? Comme Hercule, on ne combat pas le défaut que l'on voit et qui nous saute à la figure, parce que tous les jours, quelquefois, on souffre de cet égoïsme, on a affaire autour de nous, et on a envie de combattre ça et d'être contre tous ces gens qui ne se rendent pas compte. Et puis après, quand on passe dans le troisième monde et qu'on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui méditent, mais c'est pour eux, c'est pour être mieux. Non mais telle personne, elle m'a raconté pourquoi il faisait de la méditation, et parce que grâce à ça, il paraît que je vais avoir une meilleure santé, je vais trouver un meilleur équilibre dans ma vie. Grâce à la méditation, je vais être un petit peu plus dans l'amour. Moi c'est fou, depuis que je médite, ça m'apporte une foule de choses. Mais c'est insupportable, il faut combattre une telle perception de la méditation. C'est du matérialisme spirituel. Oh là, le soldat. Surtout pas. Il faut élever progressivement, lentement, à la suite. Vous voyez, notre planète Terre, elle est faite pour l'instant des 4 mondes. Le 4e en filigrane. Mais on voit très très bien les 3 mondes. Et quand on est dans l'un ou de l'autre du monde, on a quelquefois du mal à supporter les autres mondes. Et on a envie de combattre. Et on est contre ça, ou telle attitude. Et on a envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Rien. On élève. On ne combat pas, on élève. S'armer d'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce 4e monde qui nous intéresse tous ici ce soir? Comment on arrive à être dans cette loi de progrès de groupe? Qu'est-ce que ça veut dire finalement que progresser en tant que groupe? On l'appelle d'ailleurs la loi d'élévation. D'abord, le mot groupe n'a rien à voir
avec les groupes tels que nous connaissons maintenant. En effet, les groupes existent depuis toujours, mais ce qui est intéressant, c'est de voir combien ces groupes, en réalité, n'ont rien à voir avec la loi de progrès de groupe, mais tout à fait en rapport avec le deuxième monde individuel. Les groupes tels que nous les connaissons, ce ne sont simplement que des prolongements de l'individu. Ce sont des additions d'individus. Et en tant qu'addition d'individus, ces groupes se comportent comme des individus, avec un égoïsme de groupe, un orgueil de groupe, avec une concurrence de groupe qu'on retrouve partout, même quelquefois dans des endroits un peu incroyables, quelquefois entre deux ONG, entre deux associations qui développent le même but, entre deux associations qui développent le même but spirituel, qui parlent d'amour. Ces groupements d'individus se comportent exactement de la même manière, avec la même conscience individuelle. Donc, quand on parle de conscience de groupe, il ne s'agit pas du tout de ça. D'ailleurs, soyons encore plus clairs, dans un premier temps, parce que dans l'ère du Verseau, aborder ce quatrième monde, ce sera vraiment notre but. Nous n'allons pas parler pour l'instant de savoir comment ça peut aboutir réellement à des groupes physiques. Pour l'instant, aborder le quatrième monde, c'est avant tout un état d'esprit. C'est comprendre comment, ensemble, on peut créer. Comment est-ce que c'est possible? Parce que pour l'instant, ça nous paraît, à nous qui sommes complètement dans le deuxième et le troisième monde, ça nous paraît totalement impossible. On dit, mais c'est l'individu qui crée, c'est l'individu qui a des idées. La plupart des choses qui ont été faites dans le monde, même toutes les choses qui ont été faites dans le monde, au départ, c'est quelqu'un qui a eu une idée géniale, c'est un promoteur. Absolument, on est tout à fait d'accord. Jusqu'ici, et encore pour quelques années, c'est comme ça que ça marche. Mais pour sortir de l'impasse de la conscience individuelle et du troisième monde, seul le groupe va pouvoir nous en faire sortir. Cet état d'esprit de groupe, c'est un état d'esprit qui voit que tous les humains sont une seule et même unité. Nous sommes une âme commune. C'est vrai que nous sommes séparés, nous nous sommes individualisés, mais fondamentalement, nous sommes un seul et même groupe. Et que ce groupe humain, il est venu sur Terre pour une certaine mission, apporter l'amour, et que c'est en tant que groupe humain que nous devons concevoir ce que nous avons à faire, et non pas en tant qu'individu. Il n'existe aucune réponse pour aucun individu. Et que finalement, c'est en tant que groupe humain que nous pouvons concevoir ce que représente finalement le plan, ce qu'il y a à faire, et comment nous pouvons le mettre en forme. Mais pour ça, il va apparaître évident que toute forme de compétition, toute forme de concurrence, ne peut absolument pas exister. Alors que dans les groupes que nous voyons actuellement, je pense aux groupes politiques, mais aussi à toutes formes de groupes, c'est évident que la concurrence et la compétition est plein pot. Puis il est bien évident que dans cet état d'esprit, il n'y a pas de chef, même s'il peut y avoir un leader, parce que les leaders, c'est une fonction à l'intérieur de l'individu, des gens qui simplement donnent une impulsion, mais en aucun cas ne sont les chefs et n'imposent quoi que ce soit. Par contre, dans les groupes tels que nous les connaissons, il y a toujours un chef. Même s'il se cache, même si on dit non, il n'y a pas de chef. On ne met pas longtemps, généralement, à le découvrir, en sous-main. Et donc, dans cet état d'esprit, il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait différent, et c'est là où on voit cette élévation qui nous est demandée. Prenons quelques comparaisons. Bon, la première, elle est un peu grossière, mais c'est une première approche. Quand, par exemple, vous voulez faire un sport collectif, vous vous rendez compte que tout seul, c'est pas facile. C'est évident que s'il y a un projet de sport collectif, il va falloir le faire ensemble. Donc, il faut qu'on soit un certain nombre. Ce qui est intéressant dans le sport collectif, si je prends par exemple des jeux de balle, des football, rugby, etc., c'est de voir combien les individus, qui sont souvent dans ce deuxième monde individuel, sont obligés à un moment donné par rapport à un but précis, justement, marquer un, d'arriver à collaborer ensemble. Et si justement il y a des vedettes, il y en a qui jouent les stars, il y en a qui disent non mais moi je suis le meilleur, donc c'est normal que ce soit moi qui marque le plus. Généralement, ça nuit complètement à l'équipe parce qu'il va faire échouer un certain nombre d'actions, parce qu'il va absolument aller jusqu'au bout plutôt que de passer la balle à des copains qui seraient mieux placés. Et donc on sait très bien que ça se voit tout le temps, que dans ces cas-là, c'est un désastre. Les gens qui au contraire trouvent une remarquable entente, et peu importe qui marque, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est l'équipe. C'est pas la star du jour. Ah, ceux-là, ils ont effectivement des résultats intéressants. J'ai appris les conseils qu'on était en train de donner à l'équipe de France de rugby par rapport aux All Blacks qu'ils vont rencontrer bientôt. Un entraîneur a dit « Vous êtes trop mou. Il faut vous rendre compte que quand on veut attaquer une telle équipe, il faut avoir la haine. Il faut absolument que vous pensiez que vous allez les tuer.
Même si vous devez y laisser votre peau. Le soldat est bien là, bien vivant. Même quelquefois quand il s'agit d'un jeu, et là on se rend bien compte que oui, il va falloir trouver une coopération de groupe pour tuer l'autre. Pour vous montrer que quelquefois, dans les phases intermédiaires, il peut y avoir des choses vraiment qui ne sont pas du tout au point. Prenons un exemple plus subtil et plus intéressant, l'orchestre. Lorsque vous voulez jouer une symphonie et que vous êtes tout seul, là aussi c'est très difficile. Donc vous vous rendez bien compte qu'il faut rassembler beaucoup de personnes et qu'il faut rassembler un orchestre symphonique. Ça représente un certain nombre d'instruments, un certain nombre de pupitres, comme on dit. Avec cet orchestre, on se rend compte qu'à la fois on va devoir trouver une harmonie, il va falloir se mettre d'accord sur cette partition et que chacun trouve sa place. Ça développe une double écoute. Chacun doit absolument réussir à la fois à écouter ce qu'il joue, tout en réglant sa position par rapport aux autres. Imaginez quelqu'un qui justement est au trombone et qui est... Non mais on n'entend plus que toi là, dans ce passage-là. Nous on fait un petit truc discret. Ah ben oui, moi je suis désolé, moi c'est marqué forte. Alors je joue forte. Non mais tu te rends pas compte que tu es... Ah ben non, moi j'écoute pas les autres, je vais juste dans ma partition. Bon, en général, il y a un chef d'orchestre qui est là pour doser les puissances plus fort, moins fort. Mais nous, dans cette conscience de groupe, dans l'orchestre humain que nous formons, si on est vraiment dans une conscience de groupe, il n'y a pas de chef. C'est un orchestre sans chef. C'est pour ça qu'il va falloir voir comment, d'une part, nous percevons la symphonie, la partition d'ensemble, et comment nous nous insérons au plus juste à l'intérieur. Ceci dit, quand on prend l'exemple de l'orchestre, il y a au moins une chose qui est plus facile que pour nous, c'est que là au moins on a la partition dès le départ. Alors que nous, en tant qu'orchestre humain, nous ne connaissons pas la partition. On l'appelle le plan. On a dit, vous êtes là pour jouer la symphonie du plan. Très bien. Vous avez les partitions? Oui, oui. Ah, mais c'est tout blanc. C'est normal. Ah bon? Vous devez jouer entre les blancs. Ça ne va pas être facile. Et comme nous l'avons souvent vu, c'est seulement ensemble que nous pouvons percevoir progressivement ce plan global. C'est en méditant ensemble, c'est en faisant antenne collective que progressivement les choses apparaissent. Est-ce que l'entièreté du plan va nous apparaître? Évidemment non. C'est pas possible. Chacun selon notre pupitre, chacun selon notre instrument. Si je suis violoniste, je participe avec tous ceux qui sont dans l'orchestre à la venue du plan. Mais c'est comme si une petite partie du plan s'inscrivait sur chaque partition. Ce que chacun a à connaître peut comprendre selon ce qu'il est. Le problème, c'est que les gens qui voient souvent apparaître leur partie disent « Ça y est, j'ai le plan. On va tous jouer ça. C'est ça le plan. » Non, c'est seulement ta partie du plan. Comprendre que ce n'est pas le plan global. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut apprendre à écouter les autres, à se rendre compte et à faire confiance que chacun peut avoir une partie du plan. Et c'est comme ça que ça se fait, chacun selon ses rayons, ses qualités fondamentales. Mais moi, si je ne vois pas au-delà, si je vois que ce qui est là, que ce qui est joué, je me dis non mais ça ne va pas du tout. Par exemple, là, moi, je joue un fa dièse. Et lui, à côté, il joue un fa. Il n'y a qu'un demi-ton, ça fait distorsion. Dans les mêmes partitions, on ne peut pas jouer en même temps un fa et un fa dièse. Et comme moi, je suis sûr de mon fa dièse, c'est lui qui a tort. Ça dépend de la partition globale. Si vous jouez du Handel, un bon classique comme ça, c'est sûr qu'un fa et un fa dièse en même temps, non, vous oubliez. Mais qui vous dit que la partition, c'est pas du Stravinsky? Ah, si vous jouez le début, par exemple, du Sacre du Printemps, un fa et un fa dièse en même temps, no problème. Ça fait une belle petite dissonance comme ça, pour peu que ce ne soit pas à la même octave, c'est joue. Mais comme vous n'avez pas encore la partition globale, vous ne voyez pas globalement la chose, vous vous dites, mais c'est pas possible. Ça veut dire que moi j'ai le plan, mais l'autre il l'a pas. Il prétend l'avoir, il joue une partition, ne me dit pas que sa partition c'est le plan. Comme par exemple, quand on est des âmes rayon 2, ce que nous sommes vraisemblablement ici majoritairement ce soir, quand on est une âme rayon 2 d'amour, et qu'on ne comprend pas du tout ce que les âmes rayon 1 font, à tout détruire, alors que nous on s'évertue de construire. Et eux ils cassent tout. Ne me dis pas qu'ils ont ça sur leur partition. Ben oui, ils ont ça sur leur partition. Mais on ne la comprend pas forcément. Pourtant ils sont en train de détruire des vieilles choses qui nous permettent nous de reconstruire derrière. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a du mal à se concevoir les différents instruments de l'orchestre. On a du mal à se faire confiance les uns les autres. Et comment il faut pouvoir à la fois assumer ce que l'on joue avec un maximum de confiance, tout en se disant, ben voilà, c'est mon apport à la symphonie. Et finalement, chacun fait son apport et on fait confiance même si on ne comprend pas. Et c'est difficile, vous voyez, parce que la plupart du temps, on est tellement habitué à être entouré des mêmes rayons que nous, ou à peu près, des gens qui pensent un peu comme nous, qui font un petit peu comme nous. Encore un exemple.
Imaginez un quatuor à cordes, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Ce sont des gens qui ont joué toute leur vie, un petit quatuor à cordes. Ils n'ont jamais entendu d'autre musique. Pour eux, la musique, c'est ça. Et d'un seul coup, on leur dit, ah tiens, on voulait vous présenter, là, ce quintet en cuivre. Et là, il n'y a que trompette, trombone, cordes. Ne me dites pas que c'est de la musique. Si, c'est de la musique. Ah non, ne me dites pas que c'est de la musique. Si. Puis vous allez même devoir collaborer pour faire le grand orchestre symphonique, il va falloir que vous vous rassembliez. Ah non, c'est pas possible. Si. Cette image musicale qui montre à quel genre d'harmonie on est habitué. On pourrait le faire avec la peinture, on pourrait le faire avec tous les arts. On est tellement habitué à certaines formes que quand on voit d'autres choses, on dit mais c'est pas possible, c'est pas harmonieux, c'est scandaleux. C'est ce que nous vivons aussi, vous voyez, du point de vue des idées, du point de vue du plan. C'est qu'on a du mal à avoir une idée de progrès de groupe parce qu'on a tellement l'impression que les autres ont faux. Moi, je ne demande pas mieux que de progresser avec les autres. Encore faudrait-il qu'ils aient à peu près juste, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et on ne se rend pas compte combien nécessairement dans l'orchestre, il faut absolument qu'il y ait des partitions extraordinairement différentes. Et qu'entre les timbales, entre la flûte, entre la contrebasse, entre le hautbois, etc., c'est des contrastes extraordinaires. Mais c'est ça qui fait la symphonie. C'est pas que tout le monde joue exactement la même chose avec le même instrument. C'est pas possible. Mais pour ça, on doit avoir développé cette écoute et faire confiance à ce qui se passe dans la globalité. Ça, c'est cette difficulté, cette conscience de groupe. Et pour nous, ça va nous demander de devenir un guerrier intérieur. Quelles seraient les qualités de ce guerrier intérieur? Il y a beaucoup de choses qu'on a dites ces années qui pourraient être reprises, mais on va essayer de voir certains éléments. Première chose, le guerrier intérieur, il est absolument persuadé qu'il y a un plan global, il y a une œuvre commune à réaliser. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas nouveau. On le sait qu'il y a un plan global et il y a une œuvre commune. Oui, on le sait, mais dans le quotidien, on en fait quoi? Dans le quotidien, on est soldat. Le soldat, lui, il est persuadé qu'il a un plan personnel. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle ma vie. C'est ma vie, qu'est-ce que j'ai à faire, ma famille, mon boulot. Réussir ma vie, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et qui m'occupe quasiment 24 heures sur 24. Maintenant, faire le plan global, d'une part, je ne le connais pas, et d'autre part, j'ai autre chose à faire. Mais en principe, je suis d'accord. Si une fois, on peut le voir. Donc, on est vraiment le soldat complètement concentré à son plan. Et même si je suis dans le monde, dans le troisième monde, dans le monde où j'essaye de collaborer le plus possible avec l'âme. Et je me dis non, mais non seulement je conçois qu'il y a un plan global, mais j'essaye vraiment de plus en plus de collaborer avec ce monde. Mais c'est pas facile. Voilà, je fais tel mouvement en faveur de la paix, ou je fais telle chose en faveur des déshérités, ou je fais telle chose pour aider la société, etc. Là, on pourrait dire, et alors, tu penses que ça fait partie du plan global? C'est ta partie, c'est ta partition de la symphonie d'ensemble. Écoute, je ne sais pas exactement, mais il me semble que oui. Je pense que, même si je ne connais pas, je suis sûr que ce que je fais s'insère complètement dans le plan global. Vous savez, c'est la personne qui a une pièce de puzzle et qui est certaine, qui dit, c'est ma pièce de puzzle et elle est juste. Oui, pas de problème. Et elle se met où ta pièce de puzzle? Elle s'insère comment dans le puzzle? Oh, elle s'insère dans le plan d'ensemble. Elle est là, voilà. T'es sûr? Oui, elle est là. Elle est là. Non. C'est totalement décourageant. Si on fait de notre mieux, on cherche à faire des choses pour les autres, et il se pourrait que ça ne soit pas dans le plan d'ensemble. Mais je ne comprends rien. C'est simplement parce qu'on a manqué un épisode. C'est que le plan d'ensemble n'est pas un plan de forme. Il n'existe pas de plan pour les formes. Lorsque le Soleil va grossir, et qui va avaler Mercure, Vénus et la Terre dans 3 milliards d'années, on va tous disparaître. Et on pourrait dire, mais pourquoi s'être donné tout ce mal pour faire une planète idéale, si c'est de toute façon, à la fin, pour disparaître? Parce que, effectivement, les formes ne sont là que pour être un outil au service de la conscience. Le plan, c'est un plan de progrès de conscience. Ce n'est pas un plan de progrès de forme. Et donc, lorsque moi, je suis persuadé faire vraiment un progrès pour l'ensemble, et que je dis, mais ce que je fais, mon idée pour l'ensemble, c'est vraiment de faire ceci ou de faire cela, mais c'est pas ça qui compte. Il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est que du point de vue du groupe, du point de vue de l'ensemble, c'est pas ce que tu fais qui compte, c'est avec quel état d'esprit, c'est comment tu le fais.
Parce que l'évolution, comme vous venez de le voir avec ces 4 mondes, l'évolution, c'est comment on passe progressivement d'une conscience de masse à une conscience de groupe, et on sait que l'avenir est dans ce groupe. Par conséquent, tant que je fais des choses pour les autres, et c'est bien pour les autres, mais qu'on me dit, qui c'est qui le fait? C'est toi ou c'est en tant que groupe? Dans quel état d'esprit tu es? Évidemment que c'est moi, c'est mon idée, c'est moi qui ai fondé cette association, c'est moi qui le fais. C'est toi. C'est intéressant, on ne va surtout pas cracher là-dessus. Puis c'est très très bien pour les autres. Encore une fois, c'était la différence qu'on a fait entre le service et rendre service dans les conférences précédentes. Mais dis-toi bien que ce qui va compter beaucoup plus du point de vue de l'évolution, c'est comment tu fais les choses. Du point de vue de l'âme, du point de vue du guerrier, l'important c'est avec quel état de conscience je fais les choses, beaucoup plus que ce que je fais pratiquement. Le guerrier, c'est celui qui comprend que c'est cet état de conscience qui est avant tout important. Faire les choses en tant qu'ensemble, même si apparemment je ne fais rien, est beaucoup plus important que ce que je fais avec un état de conscience individuelle, même si apparemment je fais beaucoup. Deuxième élément, le guerrier, c'est celui qui voit au-delà des apparences. On l'a bien vu, Hercule et le soldat, il ne voit que les apparences, et finalement c'est ce qui l'amène systématiquement à combattre. Nous-mêmes, si nous ne voyons pas au-delà des apparences, on peut résister à combattre pendant un certain temps, mais très rapidement on redevient le soldat, parce qu'on dit ça, on ne peut pas supporter ça, on ne peut pas laisser faire ça. Donc forcément, on va le combattre. Voir au-delà des apparences, voir le monde des qualités. Être persuadé que chaque fois que nous voyons une crise ou une catastrophe dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui est proposé. Toute crise, toute catastrophe n'est rien d'autre qu'une proposition fondamentale d'évolution, qui naturellement commence par provoquer bien des chambardements, des chamboulements. Mais si je reste au premier degré, et que je vois la catastrophe, et que j'essaie d'avoir une action par rapport à cette catastrophe, ou par rapport à cette... Ah mais je me trompe complètement. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe derrière, quelle est la proposition fondamentale. Il faut donc pour ça, pour passer du soldat au guerrier, dire ok, je vois ce qu'il y a, mais ce monde est un monde avant tout de conscience, on vient de le voir dans le premièrement, c'est un monde de qualité. Et pour amener les gens à s'élever progressivement, c'est pas en les combattant, c'est pas en combattant des grands défauts, c'est pas en les punissant, c'est pas en les enfermant en prison, même si parfois on est un peu obligé vu ce qu'ils ont fait. C'est comment les élever? Et on sait très bien que nous avons déjà vu la fois dernière comment parrainer une idée, comment chercher finalement à élever le monde par le monde des idées. On pourrait rajouter aujourd'hui comment parrainer une qualité. En effet, arriver à élever quelqu'un, c'est croire en lui, le reconnaître fondamentalement dans ce qu'il est. Si je vois que quelqu'un qu'à travers ses défauts, qu'à travers les effets mauvais qu'il provoque, ça ne marche pas. Je peux l'élever qu'à partir du moment où je parie sur le beau qu'il est, sur la lumière qu'il est. Et si je l'aide à voir le beau en lui, si je l'aide à voir la lumière en lui, même si apparemment c'est un minuscule pas, c'est là qu'il y a vraiment un travail d'élévation. Par conséquent, le vrai guerrier, il sait que pour le monde, d'une manière ou d'une autre, c'est comme pour les individus. Aider le monde à progresser, aider le monde à s'élever, ça n'est rien que cela. Aider finalement à parrainer des qualités, à percevoir combien derrière tout ce qui se passe, derrière les gens, derrière nos relations, derrière ce que nous voyons, il y a véritablement ces qualités d'âme. Et que c'est en insistant là-dessus, c'est en parrainant cette idée-là, c'est en regardant l'autre de ce point de vue-là, qu'on l'aide progressivement à faire un chemin et à s'élever lui-même vers sa propre qualité. C'est certainement pas en le combattant d'une manière ou d'une autre. Troisième qualité, la patience. Le guerrier est patient. Le guerrier sait parfaitement que tout ça prend du temps. Tu fais bien de le dire. Parce que justement, j'allais dire, dis donc, parier sur la qualité des autres, ça va prendre du temps quand même. Donc, on risque peut-être pas de le voir de notre propre vie. Ah non, c'est vrai. Mais si on regarde et si on relit l'histoire de l'humanité en termes d'élévation, comme je viens de vous le dire, c'est intéressant de voir que ce n'est que cette formule qui a fonctionné. La formule d'élévation, c'est toujours aider l'autre à progresser à travers une éducation quelconque. Et par conséquent, ça n'est que ça qui a fonctionné. Jamais le combat. D'aucune manière.
Oui, il faut être patient parce que ça ne se passe pas forcément en 5 ans, en 10 ans. Nous l'avons vu l'autre jour à propos des formes pensées. Les formes pensées peuvent mettre une cinquantaine d'années, voire plus, pour pouvoir se manifester. Et la qualité chez un individu peut prendre aussi du temps. Ne soyons pas pressés. Lorsqu'on est pressé, lorsqu'on veut voir des effets, c'est qu'on ne voit pas au-delà des apparences. On en est revenu au soldat du deuxième cas. Vous avez remarqué comme dès qu'on sent qu'on aide quelqu'un d'une certaine manière et qu'on le revoit, ça t'a aidé? Ça a fait quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des résultats visibles ou pas? Écoute, non, j'ai rien remarqué. Alors que peut-être ça a fait effectivement son effet, mais ça n'a pas tout de suite manifesté. Le soldat est totalement impatient, impatient, impatient. Le guerrier sait parfaitement qu'il faut du temps pour que les choses progressent. Quatrième qualité du guerrier, il n'y en a que 7, je vous rassure. Bon, au cas où vous penseriez il y en a 25, on n'est pas sorti. Non. La quatrième qualité du guerrier, c'est réussir à collaborer, à coopérer. Quand on est en conscience individuelle, quand on fonctionne dans le deuxième ou le troisième monde, et qu'on échange nos idées, comme on dit, ça donne naissance à des débats. Vous voyez, comme débattre et combattre, c'est la même chose. Des débats, des discussions. Et on sait très bien que les débats à la radio, à la télévision ou entre nous, ça ne donne systématiquement rien. Ça veut dire que chacun expose son truc, chacun essaye d'asséner l'argument massu contre l'autre, mais ça ne donne rien. Quand on est dans les mondes 2 et 3, il s'agit de confrontation d'idées. On est dans une cacophonie, pas dans une symphonie. On pense les uns contre les autres, pas les uns avec les autres. Donc quelque chose, ça nous décourage, parce qu'on aurait aimé qu'il y ait peut-être une certaine collaboration, qui rapproche leur point de vue, qu'il y ait quelque chose de constructif. Non, jamais. Ils se quittent. Bon, bah messieurs, on refera ce débat plus tard, parce que effectivement, ça ne vous a pas mis d'accord. Non, non, non. Quelquefois même, au niveau politique, on dit non mais la droite vote systématiquement contre la gauche systématiquement contre la droite. On ne pourrait pas imaginer un monde dans lequel ils mettent le meilleur d'eux-mêmes et faire vraiment avancer les choses plutôt que se contrecarrer. Eh ben non, chaque fois qu'il y a un débat, qu'il y a une discussion, c'est non, non, vous avez tout faux, non, c'est vous qui avez tout faux, vous ne comprenez rien, vous êtes nuls. Ça, c'est le monde 2 et 3. Dans le quatrième monde, stop au débat, stop aux discussions, ça n'a plus lieu d'être. On va chercher au contraire à voir quelle est la pensée de groupe qui peut surgir. En effet, à partir du quatrième monde, même si un individu a une pensée géniale, elle ne peut absolument pas faire effet parce que c'est sa pensée à lui. C'est forcément partiel, c'est forcément relié à son propre rayon, c'est lié à son instrument particulier, c'est la pensée géniale du hautbois, mais par rapport à la symphonie, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on trouve la pensée de l'orchestre. Chaque personne sait parfaitement qu'il ne détient qu'une part de vérité, et c'est seulement en rassemblant un maximum de personnes, non pas en débattant, mais en cherchant à converger, à interagir les uns avec les autres, que va sortir une idée beaucoup plus riche, parce que faite de tout le monde. Et pour ça qu'il faut que, non pas qu'on discute ensemble, non pas qu'on débatte, mais qu'on mette nos pensées en commun. Comment on va apprendre l'interaction? Le mot clé pour le progrès de groupe, c'est interagir. L'interaction. Que cette interaction soit purement éthérique, énergétique, relationnelle, sensible, mentale. C'est comment ensemble on peut apprendre à interagir pour donner naissance à quelque chose qui soit le résultat de l'interaction de groupe. Alors qu'en débat, en discussion, on n'essaye jamais ça. On essaie toujours de remporter le combat et la discussion contre l'autre. Et quelquefois on peut réussir. Et alors? De toute façon, c'est pour ça qu'on le voit dans les votes. Il y a toujours 50-50. Les élections se gagnent à 1 ou 2 points près. On rêve de dire, mais et si vous mettiez le meilleur d'entre vous, le meilleur de vos idées ensemble, si vous pouviez trouver, collaborer, si vous pouviez ensemble créer une dynamique, une syntonie, et aussi nous avions droit à la symphonie des idées politiques. Ah oui, c'est évident qu'il y aurait autre chose. Tant qu'on est dans ce monde 2 et qu'on veut absolument l'emporter, c'est pas possible. Ne critiquons pas les hommes politiques parce qu'on a les hommes politiques qui nous correspondent. Commençons par nous. Parce que c'est à nous de transformer ce monde. Nous, dans quelle mesure on peut pratiquer au quotidien, non plus le débat et la discussion, mais justement l'interaction de groupe. Comment est-ce qu'on peut simplement amener un élément? Et comment quelqu'un amène un autre élément? Et comment je peux réussir à m'insérer dans sa pensée? Même si je ne suis pas d'accord sur tout. La plupart du temps, on s'aperçoit que quand on n'est pas d'accord, c'est qu'on est simplement dans les mots, dans les apparences.
Mais que si on va chercher derrière, deuxième qualité du guerrier, si on va chercher derrière, on va se rendre compte qu'on est d'accord. On n'est peut-être pas d'accord sur tel ou tel point, mais fondamentalement, on poursuit bien le même but. Alors si on poursuit bien le même but fondamentalement, collaborons. Voyons comment est-ce qu'on peut arranger nos idées, comment nos idées peuvent interagir pour en fournir une troisième. C'est ni la tienne, ni la mienne, c'est le résultat de la relation entre les deux. Maintenant qu'on s'habitue à ce que toutes les idées qui vont maintenant révolutionner l'humanité viennent de groupes, d'échanges, de dynamisme commun, de juxtaposition d'idées, d'interaction d'idées. Et on ne pourra jamais dire c'est l'idée d'un tel. C'est pour ça que pour nous, vous voyez, il est tellement important de ne jamais admirer les idées d'un tel. Quand vous lisez tel bouquin, quand vous entendez telle conférence ou telle personne qui dit « alors lui, il a des idées, on s'en fout, lui ». Retenez l'idée. Qu'est-ce que vous en faites? Et comment cette idée, elle peut s'insérer avec d'autres? Comment cette idée, elle peut partager avec d'autres? Comment est-ce qu'il peut y avoir des interactions? À partir du moment où, voyons, on dit, c'est l'idée d'un tel, on reste figé complètement en phase 2 et en phase 3. Il y a forcément quelqu'un qui va dire, oui, oui, mais moi je connais quelqu'un qui dit beaucoup mieux, c'est un tel qui dit telle idée. Et on revient dans le débat. Oublions un tel qui a formulé l'idée, gardons simplement l'idée et voyons comment c'est quelque chose qui peut interagir. Rentrons dans l'interaction. Pas facile, hein. C'est pour ça que la cinquième qualité du guerrier, c'est le courage. Savez-vous que le courage, ça vient du mot cœur? Au départ, c'était le cœurage. Celui qui était un être de cœur était vraiment dans cette fermeté tranquille qui lui donnait justement cet aspect de courage. C'était pas du tout de l'intrépidité, c'était pas le téméraire, le courageux. Non, c'est celui qui n'a pas peur. Parce qu'il n'a pas peur de la mort, parce qu'il est dans la vie, parce qu'il est dans le cœur, parce qu'il est dans l'ensemble. Ça rejoint ce qu'on a dit à propos des arts martiaux du chevalier Jedi. Et donc il est complètement dans ce courage, cette émanation du cœur. Le soldat peut être aussi, quelquefois, courageux, mais lui, il est plus téméraire, plus intrépide. Mais souvent aussi, le soldat, on ne peut pas compter sur lui, parce que quand il est fatigué, il est déserteur. Nous, il y a des moments où on est plein de courage. Comme on dit, allez, je remonte mes manches, et on y va. Et on va dire des choses, et on va critiquer certaines situations, et on va combattre, et on va débattre, et on va discuter. Puis on va essayer de changer certaines situations, puis on va pas se laisser faire, etc. Puis il y a des moments, oh, puis zut, j'en ai marre, moi. De toute façon, ça change rien, de toute façon, ils ne veulent rien écouter. Oh, puis je vais vivre tranquillement, tiens, j'en ai marre. Voilà, je vais rester dans mon coin, tranquillement, à faire mes trucs. Je n'en pense pas moins, mais comme personne ne veut changer, voilà. Déserteur. Donc vous voyez, souvent, l'histoire du soldat, c'est entre soldat et déserteur. Le guerrier, il reste toujours fermement disponible, toujours prêt à témoigner des valeurs qui lui semblent importantes, même si, et Dieu sait si souvent, c'est pas facile du tout, dans certaines situations, dans certaines sociétés, avec les proches. Encore une fois, il ne s'agit pas de convaincre les autres. Le guerrier ne cherche pas du tout à convaincre qui que ce soit, mais d'assumer ce qu'il est, d'assumer vraiment ses valeurs, simplement par rayonnement. Sixième qualité du guerrier, il est absolument confiant de l'évolution globale. Pour lui, l'évolution, cette loi de progrès qu'on vient d'illustrer ici en 4 niveaux, cette histoire de progrès global, d'élévation continuelle, il sait que de toute façon, c'est immanquable. Quand on calme, parce que nous sommes âmes, c'est de toute façon ça qui émerge progressivement. On peut le retarder, mais de toute façon, c'est immanquable. Il est absolument certain de cela. Et il reste les yeux fixés sur ce point-là. Autrement dit, tous les éléments qui peuvent surgir dans notre quotidien, qui peuvent nous surprendre, ne le font pas réagir. Réagir, c'est notre pire poison. Nous n'arrêtons pas de réagir aux événements du monde. On se fait surprendre. Et c'est vrai que quelquefois, il y a de quoi. Telle personne décapitée froidement, tel bombardement, tant de morts. Parfois, on ne peut pas s'empêcher de dire « je ne suis pas pour, mais bon ». Et quelquefois, on dit, il faut quand même faire quelque chose. Vous voyez, on réagit. Et donc, on a la réaction émotionnelle. Le soldat réagit tout le temps. Regardez comme dans le quotidien, souvent quand on est dans ce combat, on est tout le temps finalement à jouer en défense. On joue tellement en défense qu'on ne peut jamais développer notre jeu d'amour. On passe notre temps à se défendre et à réagir. Et comme les gouvernements actuellement, la plupart du temps, sont notre émanation, c'est ce qui se passe. Regardez par exemple par rapport à la Syrie. Obama ne croit absolument pas au bombardement. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait?
parce que tout son peuple a réagi. On ne peut pas laisser faire ça. D'accord. Donc, pour ne pas être complètement en marge, on bombarde. Il sait parfaitement, et tout le monde sait parfaitement, et on l'entend de temps en temps, que bombarder, ça ne sert à rien. À moins que derrière, vous ayez une armée qui avance en profitant de ça. Si vous n'avez pas cette armée, ça ne sert à rien. On le sait depuis le Vietnam. Les Américains ont balancé des millions de tonnes d'obus sur ce Vietnam pour finalement perdre la guerre lamentablement. On sait que ça ne sert strictement à rien. Mais on le fait parce que l'opinion publique réagit, et ça serait très très mal vécu si les dirigeants ne réagissaient pas. François Hollande sait parfaitement que ça ne sert à rien, mais il le fait parce que l'opinion publique le prendrait mal. Et c'est intéressant de voir que souvent, les gouvernants peuvent être beaucoup plus des guerriers, mais qui sont obligés de céder à une certaine réaction, parce que l'ensemble du peuple réagit en tant que soldat. À propos de François Hollande, on pourrait par contre lui dire que, a-t-il raison ou a-t-il tort, parce que ça, on n'en sait rien, mais le fait de garder son cap par rapport à sa politique, ça c'est une attitude de guerrier. Tout le monde est contre, même dans son propre camp, et lui, on verra bien à la fin, je garde mon cap. Ça, c'est une force du guerrier intérieur. Ne pas se laisser récupérer par les événements, par les commentaires, par toutes les réactions émotionnelles. Or, le soldat, il est continuellement débordé par ces réactions émotionnelles. Il n'arrive pas à faire face. Enfin, dernière qualité du guerrier, il sait parfaitement que tout ce qui est sur le plan physique appartient au passé et que ça ne sert à rien de se battre contre, c'est terminé. Il sait parfaitement que seule la prévention est intéressante, qu'il s'agisse de la santé de quelqu'un, de la santé d'un pays, de la santé d'une nation. On sait que tout simplement, vu le temps que mettent les idées pour aboutir, quand quelque chose arrive sur le plan physique, c'est terminé. C'est pour ça que tout ce qui est sur le plan physique appartient au passé. C'est quelque chose qui a commencé à se matérialiser il y a très longtemps. Le guerrier travaille que sur les plans éthériques, sur le plan mental, sur le plan des qualités. Tant que les choses ne sont pas encore manifestées, il est temps de les transformer. Comment est-ce que nous pouvons tous agir sur le monde uniquement par énergie interposée? Quand les choses sont manifestées, c'est fini. Quand une guerre a éclaté, c'est plus la peine de se battre contre la guerre. Il faut laisser la place aux militaires. C'est terminé, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais préparons la paix, préparons l'avenir. C'est-à-dire que tout notre travail doit toujours se faire. On doit assumer ce qui se passe sur le plan quotidien, mais en même temps, il faut préparer autre chose. J'ai une maladie, je me suis tellement mal débrouillé que faut que je me fasse opérer. Bien sûr, fais-toi opérer, aucun problème. Mais pendant ce temps-là, commence déjà à préparer comment tu vas vivre ta vie après ton opération, de manière à ne pas retomber dans cette erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est fait est fait. Le guerrier travaille toujours avec l'avenir. Ce que le soldat, lui, appelle le présent. Mais ce que le soldat appelle le présent, pour le guerrier, c'est le passé. C'est fini. C'est juste la manifestation de quelque chose. C'est pour ça que le guerrier doit vivre toujours avec ce don d'ubiquité un peu curieux. Il doit à la fois complètement assumer ce qui se vit au quotidien et en même temps être déjà dans le travail de l'avenir. Construire le futur au niveau des formes pensées et au niveau donc des qualités. Voilà ce qu'on pourrait dire, vous voyez, de toutes les qualités requises pour être le guerrier. À partir de quoi on peut progresser? Là, on peut vraiment s'armer d'amour. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre face au monde comment transformer le monde, comment aider à transformer la société, non pas en le combattant, mais à travers toutes ces attitudes que nous pouvons, les uns ou les autres, arriver à mettre en place dans le quotidien. C'est la dernière des lois de l'âme que nous voyons. On fera un petit résumé la fois prochaine. Donc les 5 lois de l'âme fondamentales. Et c'est vrai que ces lois de l'âme sont véritablement la clé de tous les problèmes que nous pourrions percevoir dans le monde, de toutes les attitudes. La mise en ordre justement de ces lois de l'âme ferait surgir quelque chose de tout à fait nouveau qu'on pourrait appeler les droits de l'âme, et qui sont véritablement l'avenir. Et si les droits de l'âme vous intéressent, eh bien je vous donne une petite détente. Vous connaissez le groupe Imouvrini? Ce groupe corse qui existe depuis très longtemps. Ils ont sorti il y a 6 mois un disque qui s'appelle Invicta, Invincible. Vous pouvez aller sur Internet, on peut très facilement écouter ce disque. Le dernier morceau de ce disque s'appelle Déclaration des droits de l'âme. Je vous conseille très fortement d'aller sur Internet et d'écouter, c'est assez stupéfiant. Cette histoire des droits de l'âme, c'est quelque chose qui est partout. Moi, je vous raconte d'une certaine manière. Là, c'est un autre instrument, c'est une autre façon de le faire, mais ensemble, nous jouons la symphonie et on fait passer donc les mêmes choses. Je vous propose de méditer là-dessus. C'est pas sage, j'apprends cela d'abord.
Nous commençons par nous centrer au niveau frontal, siège de la personnalité. Nous en profitons pour respirer profondément. La personnalité, lorsqu'elle est livrée à elle-même, c'est là que se trouve le soldat. Prêt à son combat quotidien. Mais la personnalité peut tout à fait être l'annexe, l'auxiliaire du guerrier. Il suffit pour cela de nous transporter vers le sommet de la tête, vers l'âme que nous sommes fondamentalement. Nous dépassons le soldat pour devenir le guerrier intérieur. Nous le faisons en devenant une des qualités fondamentales que nous nous sentons être. Dans le troisième monde, le rapport entre l'âme et la personnalité est un rapport quelquefois trop personnel. Nous entrons dans le quatrième monde en percevant tout de suite combien nous sommes groupe. Nous sommes un ensemble, l'ensemble de l'humanité, comme si on était une seule et même âme. Nous sommes le même orchestre, mais chacun avec sa spécificité d'instrument. Alors ensemble, nous cherchons à percevoir combien nous sommes en face d'une œuvre commune. Et cette œuvre commune ne comprend pas que le groupe humain, mais le groupe des animaux, des végétaux, des minéraux, des dévas, le groupe Terre. Nous sommes là tous ensemble pour jouer la symphonie de la Terre.
Cela nous demande de voir au-delà des apparences, de bien concevoir que notre but n'est pas de construire un monde de forme, mais un monde de conscience. Notre but, c'est d'élever les consciences de tous les règnes de la nature, y compris nous. En tant que guerriers, apprenons à voir derrière les formes quelles sont les qualités fondamentales qui s'expriment. Comment envisageons-nous l'interaction de groupe? Comment comprenons-nous que ça n'est plus l'individu qui fait évoluer le monde? Voyons-nous dans le monde déjà des prémices de ce fonctionnement? Enfin, ne cherchons pas à changer ce qui existe déjà. C'est du passé. Gardons notre regard vers ce qui est en train d'arriver. Parrainons des idées et des qualités. Et puis nous prenons quelques instants pour intégrer ce qui nous a paru intéressant
Bien, nous revenons au niveau frontal et on expire bien.